Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conférence proposée par la 2FPCO, partenaire de CTCO Pulse. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Anthony Vilger, président de la commission responsable de la fédération, avec qui nous allons aborder un sujet qui touche à la fois à la conjoncture actuelle et plus structurellement au modèle de notre marché. Bonjour Anthony. Bonjour Florent. Je parlais de conjoncture parce qu'évidemment, tu vas aborder la crise actuelle du Covid-19 et les changements d'habitude qu'elle a entraîné chez les entreprises et les utilisateurs finaux d'objets médias. Mais passer d'une logique de volume à une logique de valeur, vendre plus, du vendre plus au servir mieux, puisque c'est l'intitulé de ta conférence, c'est aussi aborder des changements plus structurels pour notre marché qui doit s'adapter à cette nouvelle donne. Comme pour tous nos rendez-vous, un chat est à votre disposition pour poser vos questions en live à Anthony, qui tentera d'y répondre directement. Anthony, je te laisse la main. Oui, je le répète, hein, c'est un moment vivant et donc n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre en direct. On tiendra dans le format, ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est que ça soit une présentation vivante. Je vais vous partager tout de suite donc mon écran pour pouvoir commencer. Le marché de l'objet publicitaire et du textile est en pleine mutation depuis plusieurs années et ça s'est réellement accéléré avec le Covid-19. Pour que les annonceurs puissent faire de la publicité efficace dans ce monde en mutation, il est vraiment essentiel de comprendre comment les utilisateurs finaux ont commencé à changer et ont changé de plus en plus avec la crise du Covid, c'est-à-dire vraiment leur façon d'apprendre, de faire des affaires, d'aller chez le médecin, de se faire soigner, de se divertir. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre en fait pourquoi et comment les utilisateurs finaux ont changé leurs habitudes pour pouvoir proposer un objet média qui est peut-être moins en quantité, mais plus en qualité. En tout cas, c'est le fer de lance de la fédération et c'est ce qu'on essaie d'inculquer en fait à nos membres, c'est d'essayer au maximum de faire en sorte que l'objet soit utile, durable et le plus transparent possible, le plus responsable. Donc pour ça, il faut fédérer la totalité de la filière, c'est-à-dire que les importateurs et les fabricants doivent proposer des nouveaux produits. Et on a vu que certains produits ont été mis en place en très peu de temps et certains services accompagnés aux produits. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis, l'idée aussi, et ça c'est très important, c'est de passer en fait d'un objet personnalisé à un objet individualisé, plus proche de l'utilisateur final et vraiment en interaction avec son nouveau mode de vie pour finalement avoir un meilleur ROI pour les annonceurs. Alors, on a fait plusieurs études au sein de la fédération, dont une étude extrêmement récente qui a été menée par Florian Escoubès de TSM Research de la 2FPCO. Donc, c'est une étude extrêmement récente de la fin 2020. Les données de cette étude, en fait, elles suggèrent de privilégier une approche qualitative de la publicité par l'objet, avec des opérations peut-être plus rares, plus créatives, plus adaptées aux clients spécifiques de marque. Les receveurs disent le plus souvent qu'ils sont réellement attachés aux objets, qu'ils ont envie d'en recevoir, mais qu'ils préfèrent en recevoir beaucoup moins, de meilleure qualité et vraiment plus ciblés. L'autre point qui est important dans cette étude, c'est que lorsque l'objet semble générique et distribué en très grand nombre, les effets en fait de la publicité par l'objet et de l'objet média sont très réduits, voire complètement nuls. Et on va aborder ça sur la diapositive suivante. À l'inverse, lorsque l'objet est individualisé et éco-responsable, qu'il est de bonne qualité, alors ça améliore le lien entre la marque et l'individu, ce qui déclenche un ensemble de comportements positifs pour les marques. C'est la théorie du contre-don. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, elle est très récente, le post que j'ai récupéré sur Internet. Alors, l'idée, elle n'est pas de... Tu pourras mettre le lien, hein, si tu veux, Florent, pour ce post. L'idée, elle est
encore une fois, pas d'aller sur ce compte-là pour lui dire t'as rien compris, c'est pas bien, etc. Ça, c'est un post qui date d'il y a 4 jours. Et je vais vous le lire parce que c'est très important et c'est ce vers quoi nous devons aller pour faire du mieux dans notre marché. Comme chaque année, je reçois des goodies inutiles. Dernier en date, une boîte de jeux pour enfants pour que je puisse jouer au télétravail. Je cite, avec des petits écrans, ciseaux et bureaux en plastoc, quelqu'un a dû se dire que cela allait créer un biais positif dans mon cerveau concernant notre société de produits et de services informatiques. Un goodie de plus qui a coûté en CO2 à produire, à transporter et qui va surtout irrémédiablement terminer à la poubelle. Ne me dites pas que ce poste aussi pollue, je sais, mais lui, au moins, ne finira pas dans l'océan. Que faire pour arrêter ça? Adhéreriez-vous si je montais une sorte de groupe Stop Goodies sur LinkedIn, comme les stop pubs de nos boîtes aux lettres? Voilà ce qui nous attend, voilà le chantier qui nous attend. Et quand on voit les réponses des personnes qui sont dans son écosystème, absolument adhésion acquise, décarboner nos vies, merci et partant pour ce groupe Stop Pollution. C'est vrai que c'est un vrai irritant, à contrario, je suis toujours surpris par ceux qui aiment bien recevoir, etc., etc., etc. Alors l'idée, en fait, en tout cas de la fédération et plus spécifiquement l'avenir du métier, elle est réellement, et c'est le titre de cette conférence, de passer d'une logique de volume à une logique de valeur, c'est-à-dire essayer de comprendre au mieux ce que souhaite votre client, l'annonceur, et de vendre, de servir mieux en fait l'objet et de servir mieux ce qu'il y a autour de l'objet. Alors, c'est très simple. Pour identifier les besoins, il y a 4 biais. Questionner, identifier, comprendre et analyser. Identifier les besoins de vos clients, c'est indispensable pour développer l'offre la mieux adaptée. L'idée, en fait, c'est d'essayer de mieux comprendre les attentes des clients et d'essayer de les analyser pour pouvoir coller au mieux au périmètre du client. C'est vraiment de faire corps avec l'offre du client et la cible vers laquelle le client va vouloir s'adresser. Pour ça, il faut questionner, identifier, comprendre et analyser. Alors, comment on passe du gadget à l'objet média? En fait, tout simplement, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est réellement un objet. Est-ce que nous sommes juste des distributeurs d'objets publicitaires, c'est-à-dire des distributeurs d'un objet sur lequel on peut mettre des logos et on ne sait pas vraiment où ce produit va partir et pour qui il va être destiné? Eh bien, je pense que, en tout cas, nous, à la Fédération, nous pensons que l'idée même de l'objet, et c'est pour ça qu'on appelle ça un objet média, c'est toute la différence avec un gadget, c'est que l'objet média, au même titre que l'affichage, que la presse, que la radio, on va louer un espace publicitaire dans la vie de la personne qui va recevoir cet objet. L'idée, c'est d'essayer au maximum, grâce au questionnement, vous vous souvenez, questionner, identifier, comprendre et analyser. Grâce à ça, on va essayer de proposer le meilleur objet qui va pouvoir coller à la vie de tous les jours de la personne. L'avantage de ça, c'est que non seulement la personne va vivre avec cet objet, il va pouvoir l'accompagner dans sa vie de tous les jours, mais aussi on va décarboner indirectement le produit en proposant un produit qui finalement sera utilisé. Peu importe s'il est en céramique, peu importe s'il vient de Chine, s'il est déjà utile, c'est déjà la première valeur d'un objet média. Et pour ça, du coup, on va s'appuyer sur plusieurs biais. L'idée, c'est d'essayer de sortir de cette logique de volume pour aller vers une logique de valeur. Et je vais essayer de vous présenter on va faire une toute petite analyse de la situation. Aujourd'hui, les critères qui sont recueillis, et le plus souvent, votre annonceur va vous demander, OK, j'ai un prix unitaire et j'ai une quantité. Grosso modo, j'ai un budget. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Nous, basiquement, c'est réfléchir à je peux lui donner telle quantité pour tel prix unitaire. En fait, si on voit la première source d'optimisation financière, donc pour le client, ça va être le choix de l'objet et le service associé. Je vais vous donner un exemple tout bête avec une clé USB.
Alors, les clés USB, on en vend de moins en moins, mais cet exemple-là vous permet effectivement de comprendre comment changer de logique de volume avec une logique de valeur. Cette clé USB, par exemple, votre client a un budget de 20 000 euros et qu'il doit cibler à peu près, c'est jamais précisément, à peu près 5 000 personnes, vous allez lui proposer cette clé USB à 4 euros. Cette clé USB, on en a tous reçu. Cette clé USB, si elle n'a pas en fait une valeur de remplacement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus innovante, avec une plus grande capacité, elle ne remplacera pas la clé USB que vous utilisez déjà tous les jours. Donc finalement, cette clé USB va terminer dans un pot à crayon, dans un tiroir, au mieux, au pire à la poubelle. Et en fait, la perte financière engendrée par cette clé USB, si uniquement 25% des personnes vont l'utiliser, cette perte financière va être de 15 000 euros. C'est-à-dire que la personne vous aura confié un budget de 20 000 euros, vous allez créer un produit finalement où on n'aura pas analysé ou questionné la cible pour savoir si les personnes que vous allez viser, ou en tout cas que l'annonceur va viser, va aimer recevoir ce produit. Et donc, du coup, si vous n'avez que 25% des personnes qui vont utiliser cet objet, la perte financière du budget, elle est globalement de 15 000 euros. Là où votre annonceur a l'impression de dépenser un budget à 4 euros par personne, en fait, il va dépenser un budget à 16 euros par personne. Parce que 1250 personnes vont utiliser contre les 5000. Ça, c'est extrêmement important d'expliquer à l'annonceur, en fait, cette logique de volume versus la logique de valeur. Alors maintenant, on va aborder la logique de valeur. Cette clé USB, par quoi je la remplace? Eh bien, on va faire comme Nike. On va faire un produit iconique. Une clé USB en forme de sneakers. Un peu plus cher, parce qu'il y a des frais de moule, etc., mais guère plus cher. On est à 5 euros. Si on garde l'enveloppe, c'est-à-dire 20 000 euros, on va pouvoir en distribuer que 4 000. Mais sur ces 4 000, il y a 80% qui vont la conserver et qui vont l'utiliser parce qu'elle est fun, parce qu'elle correspond à la cible et parce qu'elle devient iconique. Donc finalement, en fait, la perte financière qui va être engendrée, ça va être une perte financière de 4 000 euros versus 15 000 euros avant. Vous vous souvenez? On était sur une perte de près de 75% en fait du budget. Là, on est sur une perte de seulement 20%. Et du coup, l'objet utilisé, il va coûter 6 euros contre 16 sur la clé précédente, qui pourtant, pour l'annonceur, paraissait bien moins cher. Un autre biais extrêmement important, c'est le service associé. Alors, le service associé, ce sont les fournisseurs qui ont fait énormément de travail autour de ça. Le service associé, c'est passer de l'objet personnalisé à l'objet individualisé. Ce service associé, en fait, il permet de faire des distributions en one-to-one, de pouvoir, pourquoi pas, ajouter une expérience digitale en fait, à la remise de l'objet, c'est-à-dire de faire en sorte que l'objet soit à la fois le bras armé d'une campagne digitale, mais que ça peut être aussi à l'inverse, qu'une campagne digitale puisse aussi appuyer la remise de votre objet. Et puis enfin, c'est très important, essayez au maximum de storyteller la remise de votre objet. C'est extrêmement important et on le voit dans le cas que je vous ai montré, le cas de LinkedIn. En fait, il y a eu très peu de storytelling autour de l'objet qui a été remis et de ce fait, la personne qui a reçu l'objet n'a pas émis son consentement finalement à recevoir cet objet. Donc vous avez une grande proportion des gens qui n'ont pas émis leur consentement qui vont dire « Moi, je n'ai rien demandé, je ne veux pas cet objet qui est finalement source de pollution puisqu'elle ne va pas m'être utile, je ne vais pouvoir rien en faire et elle va donc terminer à la poubelle. » C'est pour ça, essayez de questionner au maximum et d'identifier avec votre cible, en tout cas avec votre annonceur, sa cible et la cible de l'objet, en tout cas du récipiendaire. Alors, du coup, c'est assez simple. Si vous vous souvenez des slides précédentes, on voyait que la logique de valeur, en fait, elle était sur le prix unitaire et sur la quantité. Mais en fait, la logique de valeur, enfin, la logique de volume était là-dessus, pardon. Mais en fait, la logique de valeur, c'est tout simplement, et le critère le plus déterminant, c'est tout simplement le pourcent d'utilisateurs qui va dans l'environnement
desquels l'annonceur va louer durablement un espace publicitaire. C'est extrêmement important. En fait, oui. Je t'interromps, tu me vas-y. Il faut, vas-y, c'est important. Quand tu parlais de storytelling, on nous demande un exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend du coup par storytelling? Est-ce qu'on travaille du coup sur l'emballage? Qu'est-ce que l'objet est accompagné d'autres choses, d'un leaflet? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si vous pouvez en fait faire des services associés et en plus ça vous fera un peu plus de services à facturer à votre client, ou en tout cas ça fera des services annexes. Essayez au moment où vous livrez l'objet, par exemple, je vais prendre l'idée d'une gourde ou d'une bouteille isotherme. Vous pouvez très bien y attacher une petite étiquette dessus qui va expliquer l'objet, qui va expliquer la démarche et les valeurs de l'annonceur autour de cet objet. L'idée, c'est peut-être d'expliquer, en tout cas, la provenance ou l'utilisation que l'utilisateur final va pouvoir en faire. Un exemple tout bête qu'on a pu voir, c'est par exemple lors de la remise d'un t-shirt pendant une course de running. Vous pouvez soit distribuer les t-shirts à tout va pendant une course de running, soit expliquer que ce t-shirt, avec une toute petite agrafe sur le t-shirt, expliquer que ce t-shirt, finalement, il va permettre de pouvoir se dépasser, que la marque est très fière de pouvoir accompagner cette cible ou les coureurs dans un effort commun, etc., etc., etc. Le fait, en fait, d'accompagner le produit par un petit argumentaire, alors ça nous demande, nous, de passer finalement de distributeur d'objets publicitaires à quelque part agence conseil en communication pour l'objet. Mais je crois que le fait de vouloir passer d'une logique de volume à une logique de valeur, ça nous demande, nous, de devoir à un moment donné pivoter sur notre métier et de ne plus être uniquement des distributeurs d'objets inertes, mais plutôt d'objets vivants, et d'essayer de faire vivre en fait les différents objets qu'on va remettre lors des différents moments de vie en fait du récipiendaire. Plus on arrivera à coller au moment de vie du récipiendaire, plus on arrivera à coller aux valeurs partagées par le récipiendaire, et plus finalement l'objet va pouvoir être utilisé. S'il est utilisé, il va être, on va dire, son impact écologique va être divisé par le nombre de moments pendant lequel il va être utilisé. Donc, ça va être un produit qui va être durable. Et en plus, s'il est transparent, c'est-à-dire s'il est remis avec une éthique spécifique, alors il sera responsable. Et là, on a le tiercé gagnant, c'est-à-dire utile, durable et responsable. Et à partir du moment où vous remettez ce type d'objet à une personne qui correspond à ses valeurs, les valeurs de la marque, c'est-à-dire de l'annonceur qui vous aura fait confiance pour pouvoir déterminer le meilleur objet à remettre à sa cible, l'annonceur sera extrêmement content de votre prestation. Et là, vous serez passé effectivement d'une logique de volume à une logique de valeur qui vous permettra non seulement de pouvoir facturer un objet, mais en plus de facturer à une valeur qui sera plus, en tout cas, plus conséquente que la valeur d'origine. En tant que distributeur, du coup, on gagne en légitimité aussi vis-à-vis de son donneur d'ordre. Exactement, exactement. C'est-à-dire que, encore une fois, après, il n'y a pas que l'objet qui passe d'une logique de volume à une logique de valeur, il y a aussi votre annonceur, c'est-à-dire que lui, plutôt que d'avoir 28 fournisseurs d'objets médias, lui va se dire, je vais avoir une logique de valeur et je vais essayer de me tourner vers le distributeur qui m'apporte le meilleur ROI possible par rapport à mes campagnes de communication par l'objet. Et c'est là où je voulais terminer cette présentation, c'est autour de la rareté qui est générateur de ROI. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la publicité par l'objet média a un impact fort et positif sur la mémorisation des marques. Et en particulier, lorsqu'il existe, et c'est ce que je vous ai expliqué, un lien naturel entre l'objet offert et la marque. Lorsque l'objet est de bonne qualité, lorsqu'il est offert en main propre par des représentants physiques de la marque, ça a souvent un impact qui est beaucoup plus fort. Et les résultats de l'étude qu'on a faite avec la fédération montrent vraiment l'intérêt du marketing de la rareté dans le cadre de la publicité par l'objet. N'hésitez pas à faire des séries limitées, n'hésitez pas à faire des produits mémorables, n'hésitez pas à faire des produits qui vont être iconiques. En tout cas, notre point de vue, les données montrent que les individus sont profondément attachés aux cadeaux publicitaires, et ça reste un fait.
mais qu'une évolution profonde est en train de s'opérer. Et nous devons opérer aussi cette évolution au sein de nos structures pour faire en sorte que nous puissions au mieux répondre à cette demande. En disant explicitement qu'ils souhaitent recevoir moins d'objets, mais de meilleure qualité, offerts dans des moments bien choisis, plus respectueux de l'environnement et avec des salariés qui les fabriquent dans des conditions sociales extrêmement acceptables, avec des conditions plus individualisées, des conditions de remise plus individualisées, eh bien, finalement, on dessine les contours de la rareté. C'est-à-dire que vous créez en fait un moment de choix où la personne va se voir remettre un objet et cet objet, de ce fait, deviendra un objet média, c'est-à-dire un objet qui va pouvoir transmettre à la fois les valeurs de l'entreprise, mais aussi toutes les qualités d'un produit qui pourra satisfaire la personne dans la vie de tous les jours. On entendait parler d'individualisation, ça implique aussi du coup d'être possiblement impliqué un peu plus en amont, j'imagine, dans les projets de campagne de communication par l'objet chez les marques, et puis de les convaincre aussi possiblement de laisser un petit peu plus la main aux distributeurs sur leur base de données, puisque qui dit individualisation dit il faut connaître l'utilisateur final, connaître ses attentes, connaître ses goûts. Est-ce que ça, c'est pas un enjeu un petit peu compliqué, difficile d'arriver à faire comprendre aux marques qu'il faut qu'elles ouvrent un petit peu leur base de données, qu'elles fassent connaître le client à leurs distributeurs? C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, il y a un argument qui est tout bête et qui est souvent utilisé, c'est vous pouvez expliquer ça à votre annonceur, c'est-à-dire que l'annonceur n'imaginerait même pas contacter JC Déco pour une campagne d'affichage en lui disant « Bon, écoute JC, on va faire 20 000 affiches pour la France entière, tu me factures 20 000 affiches à 3 € l'affiche, peu importe où tu le mets, peu importe dans quelles conditions, peu importe sur le timing, je m'en fiche, je veux 20 000 affiches. » Et l'annonceur va dire non, ça ne se passe pas comme ça. Je veux des affiches qui vont toucher tel CSP parce que je veux viser telle personne à tel moment, dans tel moment de vie. Et pour l'objet, c'est exactement la même chose. Il faut expliquer que finalement, les objets laissés sur un bureau en libre service pendant un salon, bah, c'est peut-être fini en fait tout ça. L'idée, c'est d'essayer au maximum d'individualiser la remise de l'objet, d'essayer de faire en sorte que la remise d'un objet soit un moment agréable, un moment d'échange. Et dans un salon, c'est facile. Vous allez me dire, oui, mais quand on est en télétravail, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, des fournisseurs, il y a par exemple Xindao, il y a Toppoint qui permet de le faire aujourd'hui, de remettre en fait des packages individualisés avec une carte nominative, avec un marquage nominatif, avec un leaflet et une page A4 nominative qui peut expliquer soit la future présentation, soit l'objet, soit pourquoi pourquoi la personne a été choisie pour recevoir ce produit, pourquoi ce produit a été choisi pour être reçu par la personne. C'est ça qui est important en fait. C'est à chaque fois d'essayer de trouver en fait ce biais commun et ces valeurs communes qui font que l'objet va pouvoir véhiculer en fait une valeur et des valeurs communes entre les valeurs de la personne qui le reçoit et les valeurs de l'annonceur. Donc, pour répondre à ta question, oui, on parle de plus en plus d'objets individualisés plutôt que d'objets personnalisés, et je pense qu'on va aller vers cette individualisation. Alors, l'individualisation, c'est pas obligatoirement marqué Marion sur l'objet. L'individualisation, ça peut être aussi tout simplement collé en fait à la vie de tous les jours de la personne. Si vous savez que par exemple une partie de votre cible fait du running, si vous l'accompagnez dans ses efforts avec un produit qui correspond à ses valeurs, alors oui, on est déjà dans l'individualisation et donc du coup dans la rareté. Par contre, ça demande beaucoup de travail chez les annonceurs. Il y a un travail à faire et c'est à nous en fait de commencer à les éduquer et à leur dire donnez-nous de plus en plus en fait de données, pas obligatoirement des data avec des data personnelles en fait sur leurs clients, mais au moins des scopes et des périmètres dans lesquels nous allons pouvoir travailler. Et oui, de toute façon, on aura la réponse vu la totalité des objets qu'on a dans nos catalogues et qu'on est capable de fabriquer et aussi sur mesure. On va
pouvoir de toute façon répondre à ces problématiques-là. Je t'entendais du coup parler des exemples de Xindao, de Tom Point. On réalise aussi du coup que c'est pas un enjeu purement distributeur, c'est un vrai enjeu de filière où tout le monde est concerné, du fournisseur au distributeur, en passant même par le marqueur, parce que bien évidemment, il faut les associer au projet, à l'individualisation du cadeau. On imagine que le développement quand on parle de logistique, par exemple, peut-être le dropshipping, enfin, toutes ces Exactement. Nouvelles solutions sont importantes pour arriver à ce cadeau individualisé. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un projet qu'on porte. En tout cas, c'est un projet prioritaire au sein de la fédération. Parce que pour nous, il est extrêmement important de pouvoir, et d'ailleurs, je vous remercie de nous donner cette tribune, il est extrêmement important de pouvoir appliquer la totalité de la filière, que ce soit du distributeur, en passant par l'annonceur et le fabricant. C'est vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir en fait faire en sorte que finalement ce produit qui à l'origine était un gadget est devenu un goodies et maintenant devienne un objet média. C'est extrêmement important et c'est vraiment une problématique pour la filière tout entière. Il va falloir commencer à expliquer et on le fait d'ailleurs. On a avec la fédération, on intervient auprès de l'Union des marques, on intervient auprès d'acteurs ou d'autres fédérations pour expliquer que l'objet, en tout cas le goodies ou le gadget, c'est fini, ça n'existe plus. On doit évidemment être sur une logique de valeur plutôt qu'une logique de volume et que les anciens, en tout cas les anciennes pratiques doivent disparaître. J'ai retenu aussi une phrase dans tes slides qui parlait de Figital, un petit peu à l'exemple de ce qui se passe aussi sur le marché du print, de la communication imprimée, où évidemment on imprime aujourd'hui moins, c'est un peu le même discours, on imprime moins pour imprimer mieux. Est-ce que dans l'objet, et du coup on connecte aujourd'hui, on essaie de connecter via des solutions de réalité augmentée notamment, ou d'objets connectés, on essaie de connecter le print. Est-ce que c'est aussi une piste pour l'objet? On voit de jeunes startups qui arrivent, je veux pas faire de publicité, mais des entreprises comme Senzu qui proposent aujourd'hui ce genre de solution. Est-ce que ça aussi, c'est l'avenir, arriver à connecter les objets publicitaires pour prolonger l'expérience, la durée de vie du produit, évidemment, du coup, puisqu'on prolonge via une expérience digitale. Est-ce que c'est une piste? C'est une des pistes, mais en tout cas, c'est une piste importante. Il faut de plus en plus, en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut de plus en plus, en fait, connecter et en tout cas être au plus proche de la réalité de la personne qui va recevoir. L'idée, c'est encore une fois de louer durablement un espace publicitaire dans la vie tous les jours de la personne qui va le recevoir. Plus il va vivre avec l'objet, et plus il va vivre une expérience avec l'objet, et plus finalement il va pouvoir utiliser et en tout cas voir le message que la marque a voulu, en tout cas que l'annonceur a voulu lui transmettre. Et on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer un textile avec une puce RFID dans la manche qui pourrait, par exemple, à chaque fois qu'on passe son téléphone portable, pouvoir donner une information particulière. Ça pourrait être alors, on a commencé évidemment par des QR codes, mais ça peut être tout un tas de choses en fait qui vont soit prolonger, c'est-à-dire que soit le digital va prolonger en fait l'action de l'objet, soit l'objet va prolonger l'action du digital. En fait, c'est ça qui est génial avec l'objet, c'est qu'il peut s'inclure en fait aussi bien en amont qu'en aval d'une campagne digitale. Donc, il ne faut pas avoir peur quand les annonceurs vous disent oui, mais nous on va digitaliser à mort le marketing. Dire ok, cool, on peut vous apporter une solution. Nous, derrière, on peut vous apporter un impact encore plus fort. C'est-à-dire que le digital, à partir du moment où on a fait un switch, on a éteint notre téléphone portable, le digital s'est arrêté. Sauf qu'en fait, on peut faire une continuité de cette action digitale avec une opération spécifique qui va continuer en fait l'action du digital dans nos vies. Alors, ça peut être une application à l'origine, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et je crois réellement, Nescafé l'a fait aussi avec finalement, à l'origine, il y avait, vous vous souvenez, il y avait une campagne qui avait commencé sur Facebook où finalement, le gars disait on partage un café. Et à la fin, il a dit j'ai vu tous mes contacts Facebook et en fait, mes 600 amis Facebook, je suis allé les voir pour aller partager un café. Il avait son mug Nescafé
avec lui, son mug rouge. Et du coup, la marque a énormément communiqué là-dessus. Tout le monde voulait un mug Nescafé, et ce qui était le symbole finalement du partage. Et donc finalement, cette communication à l'origine qui était digitale, puisque c'était une opération virale sur Facebook, est devenue une opération créatrice d'un objet iconique, qui est devenu le mug rouge Nescafé, inconnu avant cette opération digitale, et qui est devenu maintenant symbole de partage pour la marque. Du coup, à faire en sorte que l'objet média rentre dans le mix de communication des marques, au même titre qu'aujourd'hui la communication print, la communication digitale, ça n'oblige pas, là pour le coup, les distributeurs, en effet, à se transformer en véritables agences, c'est-à-dire demain ne plus être une distributeur d'objets médias, mais une véritable agence de communication au sein duquel on va proposer aussi de l'objet média, mais aussi du digital, mais aussi du print. C'est exactement ça. Juste avec une petite nuance quand même. Évidemment, on a, nous, une plus grande responsabilité encore que les agences de print ou les agences radio, les agences web. C'est que nous devons être respectueux de l'environnement et socialement responsables. On a un tout petit biais qui est important à prendre en compte, en tout cas à mesurer quand on fait un objet. C'est qu'un objet peut blesser, un objet peut être mal conçu, ou un objet peut être irresponsable. Alors que finalement, si vous avez une pub radio ou une pub dans un magazine, à part vous heurter votre sensibilité, vous passez la page et c'est fini. Cet objet, il peut vous blesser. Et c'est là où j'attire aussi l'attention de la totalité des distributeurs et surtout des fabricants et des importateurs, c'est de faire en sorte que un objet qui va pouvoir porter des valeurs, être individualisé, être choisi et partager la vie de tous les jours de la personne doit être absolument irréprochable dans sa construction. C'est évidemment quelque chose dans le mix de communication qui est absolument essentiel à comprendre et en tout cas qui est très spécifique en fait à notre métier. Donc c'est pour ça que nous à la fédération on essaye de mettre en place, on a mis en place en tout cas une commission, mais on essaye de mettre en place des formations qui permettent aux distributeurs et aux fournisseurs de pouvoir coller au mieux à la réalité et aux valeurs que souhaitent partager les personnes qui vont recevoir cet objet. C'est-à-dire mettre de plus en plus d'objets respectueux de l'environnement, pas faire de greenwashing, pas faire de French washing, pas faire de social washing, essayer vraiment de faire des objets qui vont être juste, socialement responsables, respectueux de l'environnement et qui vont permettre en fait à la marque de pouvoir véhiculer les meilleures valeurs possibles. Un dernier mot là-dessus, il ne faut pas oublier que chaque marque en fait chaque annonceur finalement qui nous permet de pouvoir utiliser son logo pour pouvoir l'apposer sur un produit, c'est une forme de cadeau, en tout cas une forme de transmission. Nous, notre marque distributeur n'apparaît pas sur ce produit, c'est vraiment prendre en compte les valeurs de l'entreprise. Et si ce produit n'est pas respectueux en tout cas des valeurs de l'entreprise initialement, il va heurter la personne qui va le recevoir et finalement, on va partir sur ce qu'on appelle du brandalisme, c'est-à-dire du vandalisme de marque et pour finalement arriver vers un bad buzz. Donc, c'est à nous, évidemment, de faire extrêmement attention en tant qu'agence conseil en communication par l'objet, et c'est ce que tu disais, Florent, c'est passer d'une notion de distributeur, logique de volume, à une notion de valeur, agence conseil en communication par l'objet, pour pouvoir arriver en fait à ce résultat. Merci pour cette présentation et pour toutes tes réponses, Anthony. Je vous invite tous évidemment à vous rendre sur le stand virtuel sur CTCO Pulse de la 2FPCO et puis à contacter Juliette, Salomé et Anthony. Merci à tous d'avoir suivi avec nous cette conférence. Je vous rappelle le prochain rendez-vous à 15 h, le webinaire de la présentation des nouveautés de la marque Lexon. Merci à tous.